Dimanche dernier, mon premier marathon. Ah oui, hein? Ouais. Combien de temps? Ça t'a pris? Écoute... 4h30? J'ai été là toute l'avant-midi, je pense. OK. Quand même. J'étais brûlé. Je suis rentré à 2h, j'ai exténué. Ah oui. Ouais. Non, c'était la première fois que j'allais voir ça. Vous aurez compris. Pourquoi t'es allé voir ça? Avant de commencer à se préparer pour Ouais. courir un, c'est drôle parce que tout le monde a eu envie d'en faire, sauf moi. Mais c'est vrai que ça fait ça. C'est vrai que je l'ai observé, ça fait ça. Je sais pas si c'est drôle, mais c'est pas étonnant. C'est les deux, je pense. Non, c'est pas drôle, mais c'est certainement c'est vrai pas qu'il étonnant. y a une espèce de fébrilité ou d'excitation Ouais, j'ai trouvé ça qui vient avec l'univers de la course. Absolument. Ouais. C'est beau. Puis à un moment donné, j'allais encourager ma belle-sœur pour, évidemment, j'avais une raison. Fait qu'on était en famille, puis c'est ça. Tout le monde a eu envie. Tout le monde s'est dit, hey, l'année prochaine, on fait 5 km. Puis j'ai dit, ouais, let's go. Bonne chance avec ça. Je vous attends dans la ligne au fil d'arrivée. Reste la belle-sœur courait le marathon elle a complet. fait le demi. 21. Ouais. Qu'elle a terminé. Elle était contente, avec brio. succès, absolument. Ouais. Puis, non, mais je vais amener le pique-nique l'année prochaine parce que là, ça finit au Parc Maisonneuve. Là, c'est ça. Moi, je connais pas ça. Là. J'étais pas prêt. Mais c'eût été parfait. Il y avait des tables, il faisait beau, il manquait juste le panier. J'avais oublié que c'était le marathon, puis je suis parti courir dimanche matin. Puis il a fallu que je rebrousse chemin quand j'arrivais au Parc Maisonneuve. Voyons, pourquoi il y a autant de policiers, de gyrophares allumés, puis tout ça. Puis là, j'ai vu. C'est un événement. Ouais, c'est un événement. Oui, c'est un événement. Je l'ai fait quelques fois. Ouais. Maintenant, c'est longtemps. C'est assez impressionnant. Il y avait un angle, moi, où j'étais sur pas loin de la maison, ici, à Tatekhen. On les voyait arriver en tournant. Puis, il y avait nombreux. Il y avait beaucoup de monde. Ça se faisait sur 2 jours, là, parce que maintenant, c'est très populaire. Puis, j'étais très impressionné. Il y a plusieurs distances, là, évidemment, 5, 10, 21, 42. Je pense qu'il y a des courses pour enfants aussi. Ouais. Donc, c'est très agréable. Le métro était bondé. Pour initier tes enfants à la course, je te suggère la classique du Parc La Fontaine au mois d'octobre, où il y a des 1 km, 2 km, très agréable. Parce qu'on s'entend que l'inspiration ne viendra pas de la maison, là. Ben, pas du va falloir. Mais c'est ça, c'est ça, de ce côté-là. L'as-tu déjà fait? Oui. Le Montréal, 42? J'ai fait 3 marathons complets. Un après l'autre? Aïe, aïe, ça se dit en forme. On peut voir ça comme ça, mais avec une année de différence chaque fois. Même un peu c'est ça, un après l'autre, mais à intervalle de 12 mois. Intervalle de 12 mois, exact. J'en ai plus fait depuis que j'ai des enfants, par contre. Ouais. Des 42, là. C'est parce que faut que tu puisses participer à la vie familiale. Puis ça prend beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps. Ouais. J'ai beaucoup d'admiration. Moi, j'ai couru toute ma vie. J'ai commencé à courir, j'avais 12 ans. J'ai couru jusqu'au milieu de la quarantaine, à peu près. Mais j'ai jamais eu la patience. J'ai toujours courir pendant 3 ans. J'ai toujours couru pour m'entraîner, pour me préparer pour ma saison de baseball ou pour la saison de hockey ou juste pour être en forme des 10 km, des choses comme ça. Mais j'ai jamais eu... Courir pour courir. La patience, c'est ça. Courir pour courir, ressentir la zénitude en courant, en partant courir 1h30, 2 heures. J'ai jamais eu cette patience-là où il fallait que je cours pour me préparer pour un autre objectif. Sport. C'est ça. Moi, j'ai commencé comme ça aussi, puis éventuellement, j'ai bifurqué, mais tu vois, je sais pas, c'est dur à entretenir cette patience ou cette passion-là. J'y prends plus le même plaisir qu'avant. Okay. Peut-être quand je vais avoir plus de temps. C'est clair que c'est relié. C'est possible aussi, là. Parce que c'est ça, je mets pas ça de côté. Là. À l'âge où ont tes enfants, c'est dans 15 ans à peu près. Tu vas avoir plus de temps dans 15 ans. Je me disais 10. Non, regarde, OK. De côté, non. Ouais. Moi, c'est ça, tu vois, 21 km, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait en dedans de 2 heures. C'était un peu ça. Puis cette idée-là, courir pendant 2 heures. Moi, des fois, un film de 2 heures, je trouve que c'est trop long. Oui, mais quand c'est pas bon. Non, mais. T'as juste à t'en jouer un bon dans ta tête, puis ça va passer vite. Pendant que tu cours. Imagine, le marathon, c'est plus un 4 heures, mais en tout cas, tout dépend. C'est ça, mais... c'est ça, là. Pendant 4 heures. La même affaire, sans arrêt. Pas de téléphone, rien. Comme tout un Seigneur des Anneaux version allongée, là, intégrale. J'en profite pour saluer. Il y a beaucoup de gens qui écoutent des podcasts en courant. Alors, on vous salue. C'est peut-être ça que vous faites en ce moment. Soyez prudents. On est avec vous. On est là. Oui. C'est ça, on est là. OK, aujourd'hui, bonne chance aux postulants. Enseignez la robustesse. Et la semaine ne fait que commencer. C'est tellement hockey, épisode 425.
Avec notre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Bonjour, Martin. Bonjour, messieurs. Et notre journaliste affecté aux affaires du hockey, Alexandre Gascon. Bonjour, Alexandre. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupard. Le set de tourne, tu sais, là. Puis je trouve que, comme quand jusqu'à date, dans les scrimmages, c'est comme tu dis, c'était du vrai hockey. Tu sais, puis c'est important d'avoir ces répétitions-là. Puis là, mais tu vois, faut jouer avec la même intensité. Fait que je m'attends à ça, tu sais. Puis c'est, comme je le dis tout le temps, c'est l'urgence, c'est maintenant. C'est des bonnes répétitions. On va les faire réelles, tu sais. Fait que on n'a pas le temps d'attendre au 8 octobre. C'est aujourd'hui. Ah ben ça, c'est certainement l'un des thèmes de ce camp d'entraînement. Saint-Louis dit, je le dis tout le temps, ouais, mais surtout depuis 3 jours, depuis 3-4 jours. Jour 1. Oui, exactement, mais je veux dire, ça semble être un des thèmes de ce camp-ci. Tout à fait. Et bon, évidemment, c'est un match préparatoire, puis ça vaut ce que ça vaut. Ça n'a pas tant paru lundi. Ben, L'urgence? Ben ouais, non, enfin, non. Tu sais, Il y a un gars qui m'a démontré jouer avec un sentiment d'urgence. Peut-être 1 ou 2. Sans plus. c'est normal. Oui, dans la mesure question. où, tu sais, on dit toujours que faut pas tirer de grandes conclusions de la première semaine des matchs préparatoires parce qu'il demeure que les vétérans, c'est humain là, d'avoir une certaine mise en forme, de reprendre le collier, de ne pas être à fond de train en partant. Là. Il y a quelque chose de très humain là-dedans. Puis tu as beau savoir que c'est important. Tout le monde connaît son corps, puis sait de quoi il a besoin, puis on se met en marche tranquillement, puis quand on approche de la saison, on augmente d'1 degré ou 2, puis quand la saison commence, on augmente d'1 autre degré ou 2, puis comme vous le savez, il y a des paliers aussi qu'on franchit au cours de la saison et en série. Alors, il y a quelque chose de très humain, de très normal pour les vétérans, je pense, de ne pas Se brûler ou enfin... Mais c'est comme dans plein d'affaires. Là. dominer, tu sais, ne pas paraître dominant nécessairement, exact. Là, je sais pas où tu t'en allais avec les Mais je veux dire, on dit, si tu commences à ce niveau-là, peu importe ce que tu fais, là, pace-toi. Ah ouais. Sinon, tu vas manquer, tu vas Trouve ton arriver. rythme. C'est ça. Il y a quelque chose, donc, il y a tout cet aspect-là qui est à prendre en considération. D'un autre côté, tu viens de le dire, c'est la thématique du camp. Ouais. Martin Saint-Louis insiste là-dessus abondamment. Il dit beaucoup aussi que ça commence par tes vétérans et que ce sont eux qui ont donné le ton. Puis c'est vrai, il y a eu des entraînements, là, je les ai pas mal tous vus, les matchs simulés, tout ça, des entraînements très intenses. Là. Et puis il y avait un bon rythme aussi dans les matchs simulés, honnêtement, probablement mieux que ce qu'on a vu hier au Centre Bell. Alors, il y a quand même raison de dire j'aime l'engagement, j'aime ce que je vois. Les vétérans de notre équipe ont montré l'allure, ont dicté l'allure. C'est vrai, jusqu'à un certain point. Hier, on l'a moins vu. Alors, dans un camp d'entraînement où c'est ça la thématique, où l'année dernière, ça a été clairement identifié que la façon de se préparer a été inadéquate et a probablement mené à un départ un peu chancelant. Quand on sait tout ça, je pense qu'il peut y avoir une certaine déception à avoir vu une performance plutôt pâle d'un peu tout le monde dans ce match-là. Mais je garde ça avec un bémol. Ça demeure le premier de 6 matchs préparatoires. On est au début du camp d'entraînement, puis il n'y a absolument rien qui se joue, rien qui se gagne, rien qui se décide dans cette première semaine de camp. Ou deuxième semaine de camp. Moi, je suis pas déçu. Là. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est tout à fait normal. Hier, le match en première période, on s'entend, il y a eu quoi? 4 pénalités mineures aux Canadiens, 2 aux Pingouins. Il n'y avait pas de rythme. Il n'y a pas eu de rythme en première période. Là, il ne s'est rien passé. C'était affreux. En deuxième, ça a été très ordinaire. En troisième, on a vu un meilleur match de hockey. Mais si on regarde la façon dont les trios ont travaillé hier, là, le trio Jake Evans avec Josh Anderson et Brendan Gallagher, ils ont joué exactement le même style de hockey qu'ils vont jouer durant la saison. Ils ont fait de l'échec avant. Ils se sont assurés de garder la rondelle en zone adverse. Ils ont produit une coupe de chances de marquer. Ils ont eu l'avantage sur les trios des Pingouins au niveau de la possession de rondelles. C'est comme ça qu'ils vont jouer durant la saison. Ils se sont bien préparés. Mais, tu sais, c'était pas...
Tu regardes l'opposition. Hier, le Canadien avait un alignement qui était de quoi? Moitié-moitié. 53,3 millions de dollars hier en uniforme. Les Pingouins avaient 31 millions. Il n'y avait pas une grosse opposition de l'autre côté. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qu'on connaisse. Ça a quand même... Que tu connaisses. Ça a quand même été difficile. Fait que moi, c'est ça, j'ai... D'un autre côté, il y a beaucoup de gars qui ont des choses à prouver dans l'uniforme des Pingouins. Oui, t'as un paquet de gars qui sont là avec des statuts précaires, puis après 2 périodes, le joueur par excellence du match, je pense, c'était Raphaël Harvey-Pinard, là, Tristan Brosse. Qui était autour du filet, qui a eu des chances de marquer, qui étaient dérangeants. Brosse qui a marqué un but. Mais c'est ça. Moi, ce que j'ai retenu hier, on regarde les performances, on regarde ces matchs-là par la lorgnette des postes disponibles, puis ceux qui auraient une chance de se faufiler dans l'équipe. Là, ceux qui jouaient dans l'équipe l'année dernière, puis qui sont là depuis des années, on sait ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils font, on sait qu'ils vont être là au premier jour. Mais j'ai été impressionné par la performance du trio d'Owen Beck avec Sean Farrell puis Philippe Méchard. Ils ont eu un taux de possession de rondelles de 76 % dans ce match-là. Puis tu regardes, on s'entend, Owen Beck était flanqué, et je dis pas ça méchamment, mais il était flanqué de personne. Sean Farrell puis Philippe Méchard. T'aurais pu finir ta phrase en disant de joueurs de la Ligue américaine. Ouais, c'est ça, il y avait d'autres. Quand je dis personne, il n'était pas flanqué de joueurs de la Ligue nationale. Ouais, puis, ça, il était flanqué de 2 petits alliés. Farrell a 5 pieds 9, Méchard 5 pieds 10. Puis ils ont joué... Moi, je donne le crédit à Pascal Vincent là-dessus, parce que c'est des gars qui ont dirigé toute la saison dernière. C'est pas des gars que tu t'attends qui vont disputer... Je parle des 2 alliés, là, qui vont jouer des matchs dans la Ligue nationale cette année. Puis ils sont arrivés là... Ils n'ont pas provoqué d'étincelles en attaque. Là, ils ont marqué un but à la fin d'un avantage numérique en 3e période, mais ils n'ont rien suscité en attaque ou quoi que ce soit, mais ils ont été dans le territoire adverse durant tout le match parce qu'ils ont joué intelligemment, ils ont placé les rondelles, ils ont fait de l'échec avant. Méchard a fait quelques belles passes. Farrell a fait un beau jeu défensif à un moment donné en 2e période. Mais c'est 3 jeunes qui étaient là, c'était un trio, ça, qui se faisait donner de la corde pour un peu se pendre. Puis ils ont très bien ils ont tiré leur épingle du jeu. Alors, ça a été le trio le plus constant, puis je pense le meilleur du Canadien dans ce match-là. J'ai aimé Jared Davidson. Je l'aime depuis le camp de l'année dernière. Puis j'étais content d'entendre... Martin Saint-Louis, je pense que ça a été les déclarations les plus intéressantes de son point de presse quand il était questionné à propos de Davidson. Il a dit que c'est un gamer, c'est un gars qui est prêt à faire, qui veut jouer dans la Ligue nationale, qui est prêt à faire n'importe quoi pour aider son équipe. Il a une touche offensive, il est capable de contribuer. Comptez quoi, 20 quelques buts l'an dernier, lui aussi? Non. Puis dans le junior, il a marqué beaucoup de buts aussi, là. Fait qu'il a jeté les gants avec Samuel Poulain. À qui il concédait quelques pouces et quelques livres. Oui. Il concède, c'est toujours le cas. Et ce que j'ai trouvé intéressant de la déclaration de Martin Saint-Louis, c'est qu'il disait on cherche à ajouter du papier sablé cette année dans l'équipe. Donc, ça va dans le même sens que ce que Jeff Gorton disait à la fin de la dernière saison, après l'élimination du Canadien. Et tu regardes parmi les jeunes qui cognent aux portes dans ce camp-là, des gars qui peuvent apporter du papier sablé, qui peuvent apporter un élément de physicalité tout en étant capable de contribuer. Il n'y en a pas, des tonnes. Ben non, mais ils vont, c'est pas grave, ça s'enseigne. Hein? Ça s'enseigne. Qu'est-ce qui s'enseigne? La robustesse. La robustesse. Pourquoi tu dis ça? Parce que Owen Beck, il est en train de suivre la formation. Owen Beck. Puis Juraj Slavkovski l'an passé aussi. Ouais, Juraj, on a ils sont dans le programme là, pour devenir robustes. On a robustesse. C'est le 536. C'est les robustesse 536. Voilà. Juraj, on en a débattu souvent l'année dernière. Est-ce que ça s'enseigne? Est-ce que c'est acquis? Est-ce que c'est inné? Est-ce qu'on peut vraiment... Tu peux forcer ça. Tu peux jusqu'à un certain point. Acquérir ça jusqu'à un certain point, mais je pense que c'est toi, Martin, qui disais ça. Brady Tkachuk,
il n'a pas besoin de se convaincre d'être méchant, lui. Exact. Quand il se lève C'est le pas matin... quelque chose qui a ajouté à son jeu à 20 ans. Ouais, c'est ça. Tu veux pas être les œufs de Brady dans la cuisine. Non, c'est ça. Il n'y a pas besoin de se dire avant chaque match, là, aujourd'hui, il faut que je donne tout. Mais non, exactement. Puis Slavkovski n'aura jamais cette méchanceté-là, je pense, ou cette agressivité-là. Owen Beck, moi, je l'ai vu jouer dans le junior un peu, à Peterborough et tout. Puis ça a toujours été un gars, premièrement, il le racontait hier, il dit, j'ai acquis une maturité physique très tôt, très jeune. Donc, rapidement, j'étais plus fort que les autres. Puis j'ai toujours eu... Et j'aimais ça. C'était mieux. J'aimais ça. Alors c'était plus facile. Je les intimidais dans la cour d'école. Non, c'est pas vrai. C'est un très gentil garçon, d'ailleurs. Il disait, donc, ça a toujours fait partie de mon identité, un peu d'utiliser mon corps, d'utiliser cet atout-là à mon avantage et tout ça. Et dans le junior, c'était quand même un gars qui était capable de frapper, là, peut-être pas autant qu'il le fait maintenant, mais je pense pas qu'il ait jamais vraiment, tu sais... C'est parce que l'un des narratifs des derniers jours, c'est ça, c'est que on leur demande, Beck en tête, de jouer plus direct, de se servir de leur corps davantage. C'est les propos de Beck lui-même. Oui. Puis ça faisait un peu écho à il n'y a rien de nouveau là-dedans. Je pense que c'est dans le cas de Beck, c'est l'année dernière, Martin Saint-Louis lui avait dit, arrête un peu d'essayer de nous impressionner, puis de fournir de l'attaque, puis de marquer des buts, puis d'avoir des chiffres, des statistiques à nous montrer. C'est pas ça qu'on attend de toi, parce que très probablement que c'est pas le rôle que tu vas occuper dans la Ligue nationale. Ça n'a jamais été un pur marqueur dans son parcours. Exactement. Il y a 34 buts, son plus haut total dans le junior. Je ne pourrais pas te dire ça par cœur, mais il n'a jamais fait 100 points, ça c'est sûr. Puis il a joué jusqu'à 20 ans, donc mais il contribuait là, au Winbeck, c'est sûr. C'est quoi sa meilleure saison? 34 buts exactement, 81 points au total, ce qui est bien, mais c'était à sa dernière année. C'est ça, pour un joueur de dernière année junior. Exact. C'est bien, mais ça ne sera pas sa marque de commerce, on s'entend. Ou du moins, on ne pourra pas dire qu'il remplissait le but quand il était junior. Non. Alors, Saint-Louis lui avait dit ça quand il l'avait renvoyé dans la Ligue américaine l'an dernier. Voici ce sur quoi tu dois travailler. Essaie d'arrêter de nous impressionner. Puis Pascal Vincent, travailler conjointement pour savoir où aller. Puis en série, on voyait ça, là. En série de la Ligue américaine, l'année dernière, il était avec Florian Jacquet, à la droite de Florian Jacquet. Il était vraiment époustouflant par moments en échec avant. Il frappait, il cognait dur, il cognait fort. Il n'avait pas peur de s'imposer dans des séries robustes quand même contre des hommes. Donc, j'ai pas l'impression que c'est si difficile que ça. Il semble y trouver, il prend goût quand même, là, il trouvait un certain plaisir que ce soit si difficile pour lui d'afficher cette robustesse-là. Alors, mais oui, jouer direct, bloquer des lancers, trouver la niche, trouver le edge, comme Martin dit souvent, qui va lui permettre de s'établir dans la Ligue nationale. Puis après ça, une fois que tu es rendu, si tu es capable d'ajuster ton rôle, d'en prendre un peu plus, de démontrer autre chose, tant mieux, mais il faut commencer par se rendre. Puis lui, ce sera de façon simple, en jouant simple et de façon efficace. Puis je pense que hier, c'est tout ce qu'il y a à retenir du match d'hier. C'est un pas dans la bonne direction. Oui, pour lui, oui. Oui. Premier match préparatoire, il va falloir qu'il fasse ça jusqu'au dernier, mais c'est un pas dans la bonne direction. Il jouait au centre hier, alors que s'il y a un poste à prendre, c'est probablement à l'aile. Oui. On s'entend. Mais qui sait? Parce que... Newhook, c'est pas sûr. C'est pas coulé dans le béton. Ouais. L'entraîneur l'a dit hier. Newhook, là, il est au centre. Est-ce qu'il va jouer au centre toute l'année? Est-ce qu'il va commencer là? Je ne sais pas. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Même chose pour Kapanen. Kapanen, vas-tu être là? Seras-tu pas là? Je ne sais pas. Il disait la même chose. Alors, il y a quand même pas mal d'incertitudes que Beck, vite comme ça, on se dit, OK, il y a une place. La place à prendre, c'est à l'aile droite appelez-le le troisième trio, si vous voulez. Peu importe. On s'entend, c'est la porte à moins que tu sois exceptionnel, là, c'est la porte d'entrée quand tu es un jeune attaquant dans la Ligue nationale. Oui, même Suzuki est passé par là. Ben oui, il a été lié du quatrième trio. Puis Dak a commencé, quand il est arrivé chez le Canadien, on l'a commencé au poste d'allié. Puis on l'a vu quand ça s'est mis à bien aller, on l'a installé au centre. Fait que c'est ça. Et à l'inverse de ce trio-là, on a parlé beaucoup la semaine dernière des carences défensives. Il n'y a rien que tu as vu hier qui t'a rassuré, c'est ça? On parlait de la balle de neige en enfer. C'est l'ami Chaumont qui me parlait de ça après le match. J'ai pensé à ce que tu disais au balado en les regardant jouer. J'ai beaucoup ri quand je vous ai écouté. Alors, tu sais, le trio composé de Patrick Laney, Oliver Kapanen puis Demidov a eu énormément de difficultés. Ils ont été prisonniers de la zone défensive.
longtemps. Ça a été 63,6% de possession de rondelles pour l'autre équipe, pour les Pingouins, quand ce trio-là était sur la patinoire. Puis après la première période, le trio de Kapanen, Laine et Demidov avait eu 16,6% de possession de rondelles et 22,2% après 2 périodes. Là. Fait que ça s'est amélioré. Fait que quand ils ont joué en avantage numérique, ils ont eu des chances. Ouais. Mais c'est ça. À 5 contre 5, ça a été très... Ils ont une chance de marquer dans le match. On parle, là, on parlait de Beck qui était flanqué de personne. C'est pour ça que je faisais cette image-là tantôt. C'est parce que j'arrivais avec le contraste après. Kapanen était flanqué de Laine puis Demidov. Puis ils ont été complètement... Il y avait 2 alliés de la Ligue nationale, puis ils ont été submergés. Et je dis pas que c'est de la faute de Kapanen, mais je me dis qu'il y en a un qui ressort, qui paraît beaucoup mieux ce matin. Beck, il paraît beaucoup mieux, mais c'est ça. Ça a été très difficile défensivement. Et j'ai hâte de voir avec Dak ce que ça va donner. Les mêmes bons vieux réflexes de Patrick Laine sont ressortis. Là. Oui. Je l'ai pas. Transport de rondelles en zone neutre, tente de déjouer 1 ou 2 gars, perd la rondelle. Le nombre de batailles qu'il a perdu pendant tout le match, c'est quand même assez élevé. Là. Non, puis il disait avant que ça commence, j'ai pu m'entraîner, j'ai mes jambes. J'ai mes jambes. C'est la différence. La différence cette année, c'est que j'ai mes jambes. Ça lui a pris 2 jours les perdre, là. Fait que, c'est le premier match d'entraînement, mais il space. Lui, il space. Un joueur de hockey ne se réinvente pas un été. Quand ça fait 10 ans que tu joues professionnel, tu as ta personnalité. Puis moi, Alex, on a eu ces discussions-là souvent sur la passerelle de presse quand Martin Saint-Louis est arrivé puis qu'il a essayé de réinventer Josh Anderson, Gallagher et tout ça. Puis les gars étaient perdus. Puis, ce qui fonctionne, c'est depuis qu'ils sont revenus à leur identité propre exactement, aussi. Exactement. C'est étonnant parce qu'ils martèlent tellement l'importance de l'identité. Oui. Puis, je pense que parfois, il y en a mélangé quelques-uns sur leur... qui sont-ils vraiment? Il y a une évolution aussi, parce que là, tu sais... Il y a de l'évolution comme entraîneur aussi. Oui, c'est ce que je veux dire, parce que je disais, ils veulent pas enseigner la robustesse, mais... C'est ça, on leur demande visiblement d'ajouter ça. Et je dis, leur, là, c'est un certain joueur. Mais c'est ça, ils n'en ont pas encore. Mais ça m'a rappelé quand il était question d'enseigner le IQ. Et ça aussi, on n'était pas sûr. C'est quelque chose qu'on n'a pas revisité, mais est-ce que ça a fonctionné, ça? Eux travaillent là-dessus constamment, je dirais. Là, on ne l'a pas revisité, nous, ici, peut-être, là, mais... Adam Nicholas, c'est un de ses chevaux de bataille. Essayer de développer le sens du jeu, l'intelligence hockey, tout ça. Puis il travaille là-dessus, peut-être pas au quotidien, mais très régulièrement. Donc, je pense que ce sont des briques qu'ils essaient d'ajouter à l'édifice, mais c'est pas parce qu'on passe à autre chose qu'on délaisse ce qui a été fait avant. Forcément, on continue d'entretenir ça. Donc, est-ce que ça peut c'est comme dans tout. Ça peut se développer jusqu'à un certain point. Mais le travail est probablement encore plus important que le talent à bien des niveaux. Mm-hmm. Et ceux qui sont prêts à y mettre les efforts et le temps et qui y croient. Tu peux ajouter des cordes à ton arc, mais ton arc reste ton arc. C'est ça. Tu peux pas changer. Mais tu peux ajouter des cordes. Oui. Tu peux pas changer ton arc pour une arbalète. Ben, c'est ça. Fait que, Josh Anderson, il a joué nord-sud toute sa vie. Essaye pas de le transformer en joueur. Non. Mais peut-être peut-il être plus conscient de son environnement. Peut-être peut-il voir plus de choses. Absolument. Exact. Ce sont des choses ce sont des détails probablement que tu peux ajouter à ton arc pour reprendre cette métaphore. Mais effectivement, tu peux pas changer d'arme. Tu peux pas ajouter autre chose qu'une corde aussi à ton arc. Il n'y a pas vraiment de... C'est vrai, hein? Tu peux ajouter des flèches dans ton carquois. Mais encore là, dans ton carquois. Mais c'est là-dedans qu'on range les flèches. Ouais. Moi, quand je chasse, jamais sans mon carquois. Alors donc, c'est ça, le premier match pré-saison nous a montré que là, les points d'interrogation qu'on avait défensivement par rapport à l'aîné des ensemble sur le... À date, c'est pertinent, mais j'ai hâte de voir avec Dak, parce que je suis pas certain que ça va être beaucoup moi, j'ai meilleur. hâte de voir Dak. Ouais. Là, on est déjà un peu point. Ouais. On est déjà un peu dans le mystère. On se fait une parenthèse, mystère. Jack, ça va nous prendre un genre de... un genre de... X-Files. Ouais. Pas X-Files. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. X-Files. Ouais, X-Files. Ouais, c'est ça. Ouais, X-Files. Ouais, X-Files. Ouais, c'est ça. Ouais, X-Files. Ouais, X-Files. Ouais, c'est ça. 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 Ouais, X-Files. Ouais, c'est ça
Ah ouais, c'est bon. Ça, c'est... Et bienvenue dans notre segment tutoriel mixage sonore de balado. En direct. Présenté par Alexandre Gascon. Mais j'ai déjà fait la référence à Reinbacher la semaine passée, je pense, mais c'est ça. Et est-ce qu'on sait s'il joue ce soir? Là, on enregistre mardi matin. Ben, théoriquement, non, parce que son trio jouait c'est ça, hier. Mais c'est parce que j'ai entendu des choses. Là, quand les gens vont écouter ce balado-là, on va pas trop entrer dans l'information parce qu'ils vont tout savoir de ceux qui jouent ce soir, mais j'ai bien l'impression qu'on va alterner. Kapanen, Dak. Ou enfin, on va alterner. Dak va jouer. Non, ben là, il y avait 2 trios de la Ligue nationale hier. C'est ça. Il y en aura 2 ce soir, très probablement. Ouais. Celui de Suzuki, celui de Newhook. Ça va être intéressant de voir qui va jouer avec Newhook. Probablement Joshua Roy, qui a été le dernier à s'entraîner, à avoir ces répétitions-là. Et comme Beck a joué hier, mais en tout cas, on verra. Ça risque d'alterner comme ça au début, puis après, ça va changer. Est-ce que Dak va jouer jeudi? C'est plus la question qu'on peut se poser. Contre les Leafs à Montréal, ce serait là. Parce que s'il ne joue pas là, il ne jouera probablement pas à Toronto samedi prochain. Donc là, ça nous envoie... Là, il resterait 2 matchs préparatoires. Jeudi, on va avoir la moitié du camp, la moitié du calendrier préparatoire. Exact. Alors, il pourrait disputer le match à Québec contre les Sénateurs le 30 septembre. Ça, c'est mardi prochain, dans une semaine. Qui va être l'avant-dernier. Qui serait l'avant-dernier, le 5e de 6. Préparatoire. OK. Alors, ça va vite, le camp. Tu sais, on... C'est comme la vie, Martin. On regarde ça comme s'il y avait des décisions qui allaient être prises spécifiquement en fonction du camp. Mais on s'entend, là, c'est une faible partie de l'évaluation des joueurs qui est faite. Les joueurs sont sous le radar des responsables du développement, des entraîneurs de la Ligue américaine, de la direction de l'équipe. À l'année longue, ils les ont vus jouer, ils ont un plan, grosso modo, mais ton évaluation ne se fait pas à partir de 0 quand tu arrives au camp. Les dés sont pas mal. Les dés sont pas mal faits. Ils sont jetés d'avance. Jetés en grande partie. 2 places. Mais il n'y a jamais plus que ça dans un camp d'entraînement de la Ligue nationale. Là. Mais dans une équipe en santé. Même les mauvaises équipes, mettons, écartons l'impact possible des blessures, mais. Non, je veux dire, dans une bonne équipe. Là, même dans une mauvaise équipe, il y a combien de postes à prendre, bon an, mal an? Moi, je me rappelle, avec le Canadien, il y a 2 ans, 3 ans, il y avait 2, plusieurs... pas tant, parce qu'il y avait plein de gars sous contrat. Il y avait plein qui ont été échangés depuis, là, mais... Quand le camp d'entraînement commençait, il y avait très peu de place. On savait qui, éventuellement, allait avoir des rôles importants. Puis, ce gars-là a peut-être une chance de se tailler un poste dès cette année, puis un en défense. Mais il n'y en a pas beaucoup, là, d'une année à l'autre. Là. C'est très, très peu. Après ça, tu échanges des vétérans, puis là, il y a des jeunes qui s'incorporent. Il me semble qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu 4 recrues avec les Canadiens. Il y a en 2022, je pense qu'il y en a eu 7 qui ont joué, mais c'est aussi l'année des blessures. Il y a eu comme 700 matchs perdus à cause de blessures ou quelque chose comme ça. Puis il y a beaucoup de gars qui ont joué, mais effectivement, il y avait beaucoup de recrues cette année-là, oui. Mais c'est pas au camp d'entraînement que ça s'est passé. Ils ne sont pas arrivés avec 7 recrues au camp d'entraînement qui venaient... s'insérer dans la formation. Enfin, quelques jeunes. Mais mon point, c'est que il y a quelques années, la fin du règne de Ken Holland, par exemple, à Détroit, les gars arrivaient au camp et ils savaient avant que le camp commence c'est qui allait avoir la job. Là. Et ça, je pense que ça tue un peu la compétition, là, mais eux disaient, lui, il a joué dans la Ligue américaine les 3 dernières années, on sait ce qu'il est capable de faire, ce poste-là. Il a mangé son pain noir. Les jeunes arrivaient au camp et ils savaient entre eux, c'est lui cette année, puis moi, je vais continuer à Grand Rapids. Je veux pas dire que c'est à ce point-là chez le Canadien, mais à mon sens, ils savent exactement, ils ont fait leur diagnostic à la fin de la dernière saison. Voici ce qui nous manque, voici ce qu'on veut, qui sont les gars. Et il y a certainement des gars qui sont là qui, à moins de ne pas être capables de mettre leur pantalon le matin ou de se faire frapper par un autobus ou de ne plus savoir jouer au hockey du jour au lendemain, qui partent avec une longueur d'avance. Là, puis, ça, c'est il faut qu'il arrive un chevalier de nulle part d'Autriche, mettons. Pour lui enlever d'Autriche ou de... C'est ça. Non, mais Vincenz Rohrer. Qui joue bien. Tu sais, Méchard, moi, j'ai trouvé bien hier. Méchard, il ne jouera pas dans la Ligue nationale, mais ils ne font pas partie de ses meilleurs moments dans l'organisation l'organisation, je pense.
Alors, qui sont-ils? Tu parlais t'as dit, il n'y a pas tant de joueurs que ça qui peuvent amener du papier sablé. Owen Beck. À moins de savoir... Florian Jacquet. Donc, oui, Beck, Jacquet. Alors, Davidson peut toujours brouiller les cartes. Non. Ouais. Davidson, je pense que la façon dont Martin en a parlé hier... il a cette caractéristique-là. Puis c'est pas parce qu'un gars ne fait pas parler de lui dans les médias tout le temps qu'il n'est pas hautement considéré. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'on n'a pas de pouvoir? Non, mais... On connaît pas ça. C'est pas... on tombe beaucoup en amour avec les choix de premier tour, puis dire un tel gars a été choisi en deuxième ronde, puis... mais Davidson, depuis le jour 1 qui est arrivé dans cette organisation-là, il fait le travail, il arrive avec ses bottines. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il va trouver une façon de jouer des matchs dans la Ligue nationale. Comme on avait dit de Raphaël Harvey-Pinard à l'époque, on s'était dit, ce gars-là va trouver une façon. C'est aussi ce que je pense de Davidson. Ouais. Pas nécessairement là, en octobre, mais il va trouver une façon, je pense. Mais tu as raison, Martin, cela dit, ce qui vend la mèche, c'est la composition des trios, c'est où l'entraîneur place ses joueurs et tout. Puis Davidson on lui a pas offert d'occasion de briller à côté de personne de la Ligue nationale en ce moment. Donc, il est probablement hautement considéré. Peut-être qu'on voit encore en lui un projet à moyen terme, je ne sais trop. Mais à court terme. À court terme, je serais surpris, à moins que vraiment, ils connaissent un camp splendide. Puis ça arrive. Oui. Tu sais, Victor Mété, à l'époque, il n'y a personne qui le voyait. Non, mais bon, vous me direz, ça n'a pas fait long feu. Je ne sais pas pourquoi c'est l'exemple qui me vient en tête. Ça part bien mal. Parce que c'est pas une époque glorieuse. Mais Carl Osner était supposé de jouer à Montréal, puis Claude Julien l'avait laissé de côté pour le premier match de la saison, mais dans toutes les prévisions des experts pendant le camp d'entraînement, évidemment qu'il était sur le top 6, il n'y a personne qui a cru qu'Osner, qui venait de signer un contrat de 5 ans, puis qui était un vétéran de la Ligue nationale, qui arrivait d'une bonne équipe. Que sa carrière était finie. Non, qui lui restait, je ne sais pas combien, une vingtaine de matchs finalement. Non, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Non, mais personne a entrevu que Julien allait le tasser avant même le début de la saison. Ouais. Qui était sur les lignes de côté pour le premier match. Oui, donc ça arrive, ça peut arriver, mais ça demeure plutôt rare. Mais on parlait tantôt du portrait robot. Là. On a une silhouette au tableau, là, puis on dit, on veut un gars qui va être capable de contribuer, de jouer au hockey avec des gars de la Ligue nationale et d'apporter du papier sablé. C'était ça ma question tantôt. Et le nombre de suspects parmi toute la population, on fait un test génétique, là, le nombre de suspects pour essayer de trouver celui qui correspond à ce portrait-là. Il n'y en a pas beaucoup. Exact. Il y a beaucoup de ce genre de joueurs-là à la Sean Farrell chez le Canadien, là, des 5 pieds 9, des 5 pieds 10, mais des gars ou capable de passer la saison avec l'équipe ou de disputer beaucoup de matchs avec l'équipe puis d'arriver en séries éliminatoires et d'être capable de jouer ce genre de hockey-là parmi les jeunes, il n'y a pas beaucoup qui correspondent au portrait robot. Et Beck en est peut-être un, mais Davidson en est un. Je pense que Florian Jacquet en est un. Mais c'est ça. C'est pas tout le même grain. C'est pas toute la même grosseur de grain, c'est ça. Il y a du plus gros grain. Beck, c'est peut-être du plus petit grain. Luke Tuck, je sais pas je pense pas qu'il soit rendu là dans son développement, mais il commence à avancer en âge aussi. Mais c'est genre le gros ailier de quatrième trio qui va faire, qui va pas te faire mal, puis qui va être une présence physique match après match après match après match. Il n'y a pas beaucoup de ce portrait-là. Puis le Canadien s'est donné pour mission d'en ajouter. Fait que je pense qu'il faut porter attention à cette silhouette-là qui est sur le mur. Dans le fond, et qu'il n'y a pas de visage. Ça revient un peu à la question que Marc-Antoine posait hier. Est-ce qu'on va juste prendre le gars qui s'est démarqué le plus ou celui qui correspond le plus au profil recherché et qui a tiré son épingle du jeu, forcément? Là. Ouais. Mais c'est un cornichon. Oui. Tout un. C'est à la nette, à l'ail, dur à avaler. Là, je voulais pas faire un lien. Là, j'ai fait un lien direct entre Osner et Mété. Là, avant de m'écrire, là, parce que je sais écrivez-nous que nos sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Nos auditeurs ont une belle culture générale, sportive à tout le moins, et probablement
dans d'autres sphères également. Ouais. Mais donc, alors, Mété et Osner. Mété est arrivé la première année d'Osner, mais Osner a joué la première année complète, là, les 82 matchs dans la Ligue nationale. C'est la deuxième année que... Oui, mais Mété, on ne s'entendait pas à ce qu'il fasse l'équipe, on s'entend. Et l'année suivante, on ne s'attendait pas à ce qu'Osner soit mis de côté. Donc, ça s'est passé sur 2 camps d'entraînement, mais dans les 2 cas, c'était étonnant. Je voulais juste recadrer tout ça là, avant de me faire taper sur les doigts. Je pense que les gens y amènent beaucoup d'enthousiasme. Cole est pareil. Lane est pareil. C'est contagieux. Il amène une énergie d'amis, une passion qui devrait être contagieuse. Ah, la jeunesse! J'ai une petite pensée, moi, pour les vieux, parce qu'on n'en parle pas, mais Joe Veleno, qui n'ont pas joué, mais en même temps, le camp est parti, mais Joe Veleno, Samuel Blais. J'aime faire cette boutade-là, mais... Samuel Blais, c'en est un. C'est qu'il y a de la robustesse, oui, mais c'est ça. Mais lui, on n'en parle pas. Les médias n'en parlent pas. Comme un profil... Ben, on en parle un petit peu. Là, non, mais comme un profil parfait pour remplacer Michael Pezzetta. Ben oui, je sais. Et je pense que tout le monde le L'homme sait. de la 13e chaise. Je pense que tout le monde le sait. Ouais. Mais ça ajoute... je fais cette boutade-là, des fois... Il y a trop de bons joueurs. Il y en a trop. Il n'y en a pas de place pour tout le monde. Mais en regardant le match hier, je me disais que ça allait encore une fois être une équipe chouette à Laval. Parce que c'est ça. Ils vont pas tous... il y a une place. Puis là, on a parlé de robustesse, mais je pense que Kapanen et Roy font partie de l'équation aussi, là, qui n'ont pas nécessairement ce profil-là. Donc, c'est ça. Il va rester pas mal de talent à Laval cette année. C'était à propos de Demidov, ce commentaire-là. C'est un flop. C'est un flop, Demidov. Demidov, oui. C'est un flop. Oh, oui. C'est pas... C'est horrible. Je pense pas qu'on a besoin de s'attarder longuement sur des... Non, mais c'est la promesse, l'engagement. Ah oui, annuel. Parce que l'année dernière, c'était Lane. Lane n'a pas joué encore de match précisément. Lane, c'était l'an passé. C'est comme ce vieux jouet. Tu sais, c'est dans Toy Story, là. Tu sais, le premier Toy Story. Wayne, c'est... Martin, le premier Toy Story. Ben, t'as regardé ça avec tes enfants. Je les ai vus, les Toy Story. C'est sûr. Avec Woody. C'est Woody? Alors, Lane, c'est Woody. Puis... c'est Buzz. Buzz. On va l'appeler Buzz, d'ailleurs. Ivan, c'est Buzz Lightyear. Fait que là, Woody, c'est comme arc. J'ai plus le goût de jouer avec Woody. Je veux jouer avec Buzz. Mais ils vont se rendre compte éventuellement qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais là où c'est bien, par contre, parce que on faisait un peu la description de ce que... Est-ce que Demidov va se rendre compte à un moment donné qu'il y a plein d'autres Buzz? Il y a plein d'autres jouets. Il y a plein de jouets pareils comme lui. Ah oui, c'est vrai. Martin voulait qu'on sache qu'il ne faisait pas juste dire qu'ils les avaient vus. Il les a vus. Toute la gang. Mais donc, on a fait la description du poste ou du profil recherché. Mais tu sais, un gars pour Joshua Roy qui cadre moins dans ce profil-là, puis qui, à date, fait bien au camp, c'est important de se positionner pour qu'on ne l'oublie pas. Ouais. On va dire ça comme ça. Parce que, je sais pas, tu sais, Patrick Laine, là, je le regardais jouer hier. Non, t'es toujours sur son dos. Il n'y a pas besoin de plus de poids sur son dos. Il n'y a pas besoin de rien. Jambes. Pas besoin de rien. Il est pour le sûrement capable de me transporter. Non, je m'étais dit qu'on... Avant que la saison commence... Non, mais j'ai pas une non, fois... mais je t'interromps, là, je m'excuse, là, mais je trouvais que des fois, on avait été un peu méchants. Méchants? Parce qu'on avait dit que quand il voulait ralentir le jeu. Il ralentissait tellement qu'il disparaissait. C'était pas fin. Okay? C'est pas fin. Bon. Puis là, il était blessé et tout. Je me disais, on n'a pas été fin, on va faire attention. Oui. Deuxième semaine. Mais j'avoue qu'hier, il n'a pas fait grand-chose. Ça ressemblait beaucoup à la fin de saison. Je ne vais pas m'acharner sur lui. Je vais juste dire que j'ai pas une grande foi en ce qu'il va être capable d'offrir cette saison, jusqu'à preuve du contraire. OK? Puis comme Martin disait, c'est ça, et lui-même l'a souligné, c'est sa 10e année. Est-ce que la preuve est dans le pudding? On va voir. C'est pas un joueur explosif. La Ligue nationale c'est beaucoup plus rapide maintenant qu'il y a 10 ans. Quand il a amorcé sa carrière. Moi, je pense que si on ne le fait pas jouer sur le premier avantage numérique, on assassine le personnage. Peut-être. Ça se peut qu'il baboune aussi, c'est pas exclu. Je ne sais pas s'il va babouner, mais sa production a beaucoup aidé le Canadien l'année passée. Si l'avantage numérique a été le moindrement performant, c'est parce que Laine a marqué énormément de buts. Là. C'était lui la menace sur l'avantage numérique. Si on lui enlève ça,
t'as beau dire on va avoir deux unités, c'est ça. La réalité est que l'entraîneur envoie sa première unité quand il y a une pénalité. Puis que cette unité-là, tant qu'elle génère de l'attaque, elle reste sur la patinoire, puis il reste souvent 40 secondes quand la deuxième embarque, puis tu n'as pas le temps d'organiser grand-chose. Mais la hiérarchie sera peut-être pas si claire. Premièrement, si le trio de Suzuki est sur la glace pour provoquer la pénalité, directement, t'envoies l'autre. T'envoies ce qu'on a vu. Là, c'est-à-dire, ce qu'on a vu, on a vraiment fait 2 unités là, et on a gardé sont équivalentes. Intact les 2 trios, en fait. Exactement. C'est surtout ça. Le premier trio en forme 1 avec Bolduc et Lane Hudson, et le deuxième trio en forme 1 avec... Je les ai appris par cœur. Oui, tu les as appris par cœur. Avec Gallagher et Dobson. Avec Gallagher et Dobson, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier. T'sais, si on fait 2 unités comme ça et qu'on n'alterne pas avec celle qui commence... Exact. J'ai l'impression qu'on alternerait ou que c'est ça le plan. C'est ça, très initial. Qui fonctionne mieux ce soir-là, qui est sur la meilleure séquence, qui vient juste de jouer, qui est fatigué, etc. Ça reste que tes meilleurs attaquants sont sur ta première unité, puis que quand tu coaches, tu envoies tes meilleurs marqueurs. Tu vas envoyer l'unité à Suzuki, là, puis Lane Hudson, c'est ton quart arrière numéro 1. C'est lui, tu sais... C'est sûr qu'ils ont... C'est la première unité. C'est la première unité. Elle va y aller en C'est un A. C'est le A. À moins qu'il soit vraiment affreux un soir puis que là, Martin est impatient. Mais en tout cas, peu importe. Pour en revenir à l'année, je pense que si tu lui enlèves ça, la majorité du temps, la grosse part du gâteau en avantage numérique, c'est un spécialiste de l'avantage numérique. Là, disons les choses comme elles sont. C'est devenu ça. À 5 contre 5, c'est un joueur... Jusqu'à preuve du contraire. Ordinaire, disons, marginal. Il n'y a pas d'impact à 5 contre 5. En fait, il y en a un. C'est un impact négatif. Ouais. Bon, je ne voulais pas aller là. Mais non, mais... C'est un défi. Quand tu es là à 5 contre 5, c'est un défi. Donc, c'est un spécialiste de l'avantage numérique. S'il n'est plus sur ton premier avantage numérique, écoute, ça devient comme un frappeur gaucher au baseball que tu envoies au bâton une fois par semaine quand il arrive un droitier en 8e manche. Tu sais, c'est une occasion. C'est ça. Ça devient un spécialiste très niché là, qui va avoir un impact très limité. Plus limité. Ouais. Mais Alex, t'allais dire, t'ouvrais cette porte-là. Oui, c'est ça. Les jeunes, c'est important que Joshua Roy se garde frais à la mémoire de tout le monde, si on peut dire. Là. Je pense pas que ça doit être comme un calque de l'anglais, même. Ça pour dire qu'il fasse en sorte qu'on ne l'oublie pas, parce que il va peut-être avoir des postes offensifs à combler éventuellement. Puis si j'étais lui, je viserais peut-être un jour éventuellement à remplacer Laine, dans le sens que Laine, il lui reste 1 an de contrat. C'est quand même improbable qu'on lui offre une prolongation. Jusqu'à preuve du contraire. Est-ce qu'il va terminer la saison, même? Je voulais pas aller là, mais combien de temps? Ça va être le titre du balado. Semaine 2 du camp. L'aîné! Va-t-il terminer la saison à Montréal? Si Jack fait ça, je l'assassine. Mais c'est une question. Il est en fin de contrat. Va-t-on tolérer longtemps? Idéalement, le travail, c'est de le faire bien paraître puis de peut-être le passer à la date limite des transactions parce qu'il y a d'autres jeunes qui sont prêts à faire le travail. Mais en tout cas, on verra ce que ça donnera. Il est tôt pour parler de ça, mais c'est Patrick Laine, on connaît, la cause est entendue, on sait qui il est et tout ça. Si tu le sors de l'élément où il est le plus performant, Oui, mais non, c'est ça. Ça commence à devenir difficile d'expliquer. C'est ça. Mais moi, je vais y croire, là. Il n'était pas au top physiquement en fin de saison, même la saison dernière, disons ça. Là, il est mieux. Donnons-lui, on va lui donner un peu de temps. Mais c'est vrai que... c'est juste à se demander combien de temps... admettons que ça se passerait pas bien. Combien de temps le Canadien va tolérer ça, en fait? C'est ça. C'est plus ça. Disons que en début de saison, ça ressemble à la saison passée. Exact. Combien de temps est-ce qu'on va Combien de temps? Parce qu'on l'avait sorti de la première unité en séries éliminatoires, puis il était devenu vraiment un joueur marginal. Puis dans une saison où les attentes sont encore beaucoup plus élevées, ils disent ce qu'ils veulent en public, mais c'est sûr qu'on souhaite participer aux séries et prendre un autre pas de l'avant. Alors, si ça partait tout croche, si ça fonctionnait pas bien, je me demande réellement
combien de temps le CH va tolérer ça. T'sais. Parce que Laine, moi, je le vois un peu comme... Il fait pas partie du noyau de l'équipe, on s'entend. C'est un projet, mais il est plus comme en attendant, il me semble. Cette manœuvre-là, au départ, il me semble que c'était un pari, mais c'était surtout du en attendant. Ah ouais, mais tu sais, c'est une acquisition qui coûtait rien. Non, même qui a offert un choix de deuxième tour au Canadien. Puis qui allait donner pour Jordan Harris. Qui allait donner plus de munitions offensives, plus d'options offensives à Martin Saint-Louis. C'est un joueur de transition dans leur plan. On s'entend. Là. Puis il a donné ça la saison dernière. Il a donné des buts. Il a contribué au succès de l'équipe. Tout à fait. Mais là, on voit déjà que s'il est déplacé au sein de la deuxième unité, là... Et puis ça cogne à la porte aussi. Là. Ça fait partie de l'équation. D'accord. Bon, en ballon, tout ça. C'était les premiers coups de patin de Noah Dobson en bleu, blanc, rouge. Mm-hmm. Oui. C'est ça. Écoute, il a commencé le match tranquillement. Il était plus à l'aise en troisième période. Mais tu sais, c'est un défenseur de la Ligue nationale. Là. Il a joué avec Matheson. C'est un match préparatoire, là. Mais moi, ce que je trouve beau à voir de Dobson, c'est de le regarder distribuer la rondelle. C'est un gars qui s'applique, la rondelle est sur le bâton tout le temps. Il a fait des petits revirements hier, puis c'était pas parfait, là, mais c'est un gars qui va bien distribuer la rondelle. Son jeu est assez lisse. Ça va bien aller. On va attendre un peu. Ce qui est intriguant, c'est la composition des duos défensifs. C'est Matheson-Dobson. Est-ce que ça va rester comme ça? Parce qu'on était nombreux à voir Goulet, là, à pressentir la présence de Goulet à ses côtés. On verra, mais c'est le fun. Ça va être le fun de suivre. C'est peut-être anecdotique, là, mais hier, j'ai remarqué qu'ils étaient souvent pas de leur côté. Vous savez comment ça m'obsède, cette histoire-là? Je sais pas si c'était... C'est du hockey sans position, Alexandre. C'est ça. Ou si on joue le hockey total. C'est le hockey total, exactement. C'est du hockey total. Je le mentionne. Là, et ce sont deux très bons patineurs. Alors, OK. Bon, puis sinon, quelque chose à ajouter? Le camp, le match... Fowler a été bon. Faut parler de J'y arrivais. Bon, c'était votre chance. On y allait, là? Mais, il y a quelque chose, puis Carey Price, là, je veux pas... Quelque chose de Carey, je suis d'accord. Coupable 2 points, Fowler, meilleur que Carey Price. Pas du tout dans le style, là. Ben, pas du tout dans le style. C'est pas tant ça, plus qu'il y a... il y a un quelque chose. C'est ça, c'est de l'intangible, là, mais c'est du... Là, Alexandre fait des signes avec ses doigts dans les airs, dessine des arabesques pour ceux qui nous écoutent seulement en audio. Voilà. Merci, Alex. C'est ça. C'est un gardien athlétique, c'est un gardien combatif, c'est un gardien confiant, un gardien volubile. Tout le monde l'écoutait en point de presse. Hein, je me souviens pas avec qui je discutais de ça avant le point de presse de Martin Saint-Louis. Je dis, si jamais il devient gardien, un jour il devient gardien numéro 1, il va être plus volubile que Carey, l'était. Et la barre est... Y a-t-il seulement de barre? Cela dit, Montembeault a été bon aussi. Très solide. Mais je suis content de voir la situation actuelle devant le filet parce que culturellement, ça a toujours été une force chez les Canadiens. Ouais. La position de gardien a toujours été à Montréal ce que la position de lanceur était à Los Angeles chez les Dodgers, que la position de chansante était chez les Yankees à New York. Et là, on a trois bons joueurs, 3 bons jeunes joueurs dans l'organisation. Il y a une relève à cette position-là, on la prépare. Et c'est la position clé. Si tu es solide année après année devant le filet, tes chances de succès sont nettement meilleures. Et que de Fowler, moi, je n'adhère pas du tout aux théories voulant qu'il y ait une lutte pour le poste de deuxième gardien chez le Canadien. Là. On a acquis un vétéran parce qu'on veut que Fowler soit gardien numéro 1 à temps plein à Laval. S'il y a une blessure, il ne faut pas que Montembeault se blesse au 3e match du calendrier puis qu'on se retrouve à découvert. À découvert. Il faut que tu sois capable d'appeler un vétéran. Puis s'il y a une blessure au gardien substitut à Montréal, que tu sois capable de rappeler. Que Fowler reste à Laval. Fowler reste là, puis il fait son travail, il poursuit son développement, puis l'autre vient s'asseoir sur le banc à Montréal. Fait que toutes les cases sont... On a fait preuve
De saine gestion. De saine gestion et de clairvoyance, de ne pas répéter ce qui s'est passé quand Carey Price était blessé et qu'on s'était retrouvé avec Michael Condon devant le filet puis qu'il n'y avait pas d'autres options puis que le Canadien est parti du premier rang jusqu'à une exclusion des séries éliminatoires. Fait que c'est parfait devant le filet. Il n'y a pas de... Tu sais, quand je disais tantôt qu'il y a des causes qui sont entendues avant que ça commence, je pense que celle-là est entendue. Puis, à moins que Debèche tombe en pleine face et qu'il soit plus capable de se relever, là, mais Ou qu'il soit pas capable de mettre ses pantalons. C'est ça. C'est important. Tu peux pas arriver à l'aréna. Tu peux pas arriver en boxeur à l'aréna. Non. Je suis plus capable. Ça fait des ordres. C'est ça. Oui. Quoi qu'avec le nouveau... Avec le nouveau code vestimentaire, ils peuvent s'habiller comme ils veulent. Oui, ils pourraient. Mais c'est juste dans la prochaine convention. On ne sait pas. Non, il y a un droit, là. Oui, ils ont commencé, là. Oui, c'est commencé les jogging. Non, on exagère un peu. Il y avait beaucoup de polos de golf... ça un peu dimanche, là. Habits de golf un peu, là, tu sais. Pantalon propre, chemise en dehors de tes culottes. Les mieux habillés à l'aréna, maintenant, ça va être les journalistes. Austin Matthews, je pense qu'il va nous en faire voir de toutes les couleurs, parce qu'il y a quand même un style assez à lui, là, particulier. C'est sûr qu'il va arriver avec un petit chapeau de pêcheur à un moment donné puis un chandail de Mickey Mouse, là, je suis convaincu. Peut-être. Mais ça lui fait bien. Il va peut-être baisser son pantalon comme il avait fait en Arizona. On verra. Pour revenir sur Fowler... là où je trouve qu'il y a quelque chose de Carey Price, c'est dans l'aura, puis tout le monde le voit, là, mais c'est dans l'aura, puis le calme qu'il dégage. Et c'est un gardien, c'est un technicien aussi, je pense, et en ce sens, il est assez différent de Jakub Dobeš, qui est moins un technicien et plus un instinctif, plus un gardien athlétique, combatif. Donc, ce sont des styles très différents devant le filet, mais oui, Fowler dégage quelque chose. Je pense qu'il va dégager, il le fait déjà, et ça va prendre de l'ampleur. Une présence rassurante pour ses coéquipiers. Et ça, c'est intangible. Ça demeure névralgique, je pense. Et peut-être que ça s'enseigne. On verra dans les années... Après le IQ, la robustesse. Ouais, ça, j'ai l'impression que ça s'enseigne pas tant. Ouais. L'aura, cette année, on enseigne. Ça peut s'acquérir, par exemple, avec la confiance, j'imagine, et le temps qui passe, probablement. Mais lui porte ça en lui naturellement. Et ses anciens coéquipiers à Boston College le disait aussi. Tu disais, Martin, la cause est entendue là-dessus. Est entendue en défense aussi. Là. Oui. Est-ce que c'est important de savoir qui de Jacky ou Struble amorcera Non, parce que ça va changer. Ça va être ça. Puis je pense qu'en ce moment, Jacky a peut-être une longueur d'avance. De la façon dont Saint-Louis le vante depuis le début du camp d'entraînement. Si le Canadien a le souhait d'avoir plus de papier sablé dans l'alignement et d'en avoir pendant 82 matchs, d'en avoir en série... Je pense que tout le monde souhaite que Jacky soit bon. Oui, mais Struble n'est pas une... Cela dit... il est robuste. Oui, il est robuste. Il ne dédaigne pas ce style de jeu. Mais si quelqu'un abuse de Demidov ou Hudson, moi, j'aime... Comme Anderson, hier, qui s'est porté à la défense de Demidov, ça n'a pas tardé. Guitare. Alors, on a demandé sur les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport et le TikTok de Tellement Hockey. Parce qu'il y a juste nous autres qui... Le TikTok. Le TikTok. J'ai beaucoup de difficultés à ne pas le dire avec l'accent italien depuis. On a demandé donc quelles combinaisons, quelles expériences aimeriez-vous voir dans les matchs préparatoires, parce que ce ne sera que de la fiction, hein, il n'y en aura pas, ou très peu. Puis je les partage. Si vous voulez réagir, vous réagissez. Si vous ne voulez pas réagir, vous réagissez pas. Gilles, sur le book, Bolduc, Newhook, Roy, petit spoiler, ça revient, ça revient. Toujours sur le book, Charles, Demidov, l'aîné avec Bolduc au centre.
Toujours, une dernière sur le Facebook. Martin, Bolduc, Veleno, Roy. Hein? Il y a quelque chose là de... Ça sent la fleur de lys, un peu. Mm-hmm. Sur le Gram, Joshua Roy avec Demidov et Nuruk. Ça, c'est Adam. Quoi d'autre? Toujours sur le book, JB. Saint-Louis qui s'inspire du grand coach Bombay et implante le grand V. On n'en voit pas assez, pour vrai. Pourtant, ça fait ses preuves. Sur le TikTok, non, c'est YouTube, pardon, sur le Tube. Crosby au centre avec Demidov et Caulfield. Bonne réponse. Docteur 1. Docteur, pardon. Et une dernière sur TikTok. Joshua Roy dans un rôle offensif. Ça, c'est Pale Ale Master. Beaucoup d'amour pour Joshua Roy. Oui. Voilà. Mais c'est ce qui ressort. Mais quelqu'un disait Bolduc Newhook Roy. Ouais. Je pense qu'on a des chances de voir ça ce soir-là. C'est ça. Ce serait le... Je fais des guillemets, là. Le 3e trio. Il y a une audition. Puis une dernière sur TikTok, dit Thunder Manous. Toujours dangereux, hein, ce jeu-là. On n'est pas... L'animateur ou l'animatrice est toujours à... Est à découvert. Est toujours à découvert. Ouais. Avec moins de matchs que les années passées, j'aimerais voir plutôt les membres qui feront équipe mettre en scène leur chimie au moins des 2 derniers matchs. Ça, je pense que c'est le plan, là. C'est le plan, hein? Ouais. Mais même si à Ottawa, ils font jouer juste leur j'avais relancé Saint-Louis là-dessus spécifiquement, puis il disait oui, là, on veut, mais il a dit, on veut, puis là, ça va dépendre. J'ai dit donc, vous allez gérer ça en fonction de ce que l'autre équipe... Puis là, c'était comme pas clair, là. C'était pas clair. Donc, il faudra voir. Rappelez-vous, l'année dernière, Kent Hughes et Steve Staios s'étaient parlé au téléphone pour dire, là, on va envoyer notre équipe B parce qu'on veut pas prendre de chance. Puis ça n'avait pas servi personne. Non. Mais moi, mon souvenir de ça, c'était que c'est les sénateurs qui avaient... Parce qu'il y a eu 2 matchs. Ouais, les 2 derniers matchs, ce sont les sénateurs. Puis l'avant-dernier... Le premier était à Montréal. Ouais. Puis ça avait... Et Montréal avait le souhait d'avoir peut-être plus son équipe là, à l'avant-dernier match à Montréal. Puis, en fonction de l'alignement des sénateurs... Ils avaient changé. Moi, mon souvenir, c'est que le Canadien s'était adapté. Il avait changé son plan. Particulièrement pour le dernier match où là, ils se disaient à Ottawa, ils vont envoyer une équipe de la Ligue nationale et finalement, non. Et le Canadien s'était adapté. Et ça, que c'était une bonne ou une mauvaise... Mon commentaire n'est pas sur la pertinence de cette décision-là, mais moi, cette idée-là de faire... On fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on... En fonction... Tu déroges de ton plan. J'aime pas bien. J'aime pas beaucoup ça. T'es pas en contrôle de ton plan quand tu fais ça. C'est complètement contraire à toutes les devises des gens de hockey de la Ligue nationale où on entend toujours... tu te concentres sur tes affaires, contrôle ce que tu peux contrôler, on contrôle pas les autres, on sait pas ce qu'ils font, nous, on essaie de se donner un avantage, etc. Donc, c'est un peu paradoxal, effectivement, si vous composez votre formation en fonction de ce que l'autre équipe vous offre. Et on aura la réponse à ce genre de questions la semaine prochaine, déjà, avec les... encore une fois, contre Ottawa, les 2 derniers matchs. Oui, un à Québec, puis un à Montréal. Ouais. Là, moi, je suis très inquiet. J'ai peur que la tête, tout en haut de la hiérarchie de l'organigramme de l'équipe, il y a de la distraction au cours des prochaines semaines, des prochains mois, parce que vous avez vu comme moi que Jeff Molson a pris une participation dans le Tempo de Toronto, qui vont commencer leurs activités l'année prochaine. En 2026, oui. L'année prochaine. C'est quoi, c'est au mois de mai que ça commence, la WNBA? Oui. Et là, alors, ce que ça veut dire, c'est que les propriétaires du Canadien et la présidente se positionnent pour éventuellement amener une équipe de la WNBA à Montréal. C'est ça que ça veut dire. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Regarde, quand tu veux mettre la main sur une équipe de sport professionnel dans une ligue, c'est une très bonne porte d'entrée de devenir actionnaire minoritaire d'une autre équipe. Et quand il y a une occasion d'acheter une formation, tu es déjà un insider. T'es dans la gang. Exactement. Et je regardais un peu la façon dont la Ligue est faite. Il y a 2 conférences. Il y a 6 équipes dans l'Est présentement et 7 dans l'Ouest. L'année prochaine, avec l'ajout de l'équipe de Toronto et l'ajout de l'équipe de Portland, si ma mémoire est bonne, il va y avoir 7 dans l'Est et 8 dans l'Ouest.
C'est ça, il y a déjà une autre équipe d'expansion qui est annoncée pour dans 2 ans. C'est ça? Je pense que les deux vont entrer en 2026. Je te laisse poursuivre. Il me semble que j'ai vu qu'il y avait 3 équipes qui s'en venaient, donc il y aurait peut-être déjà un débalancement. Mais peu importe, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Là, ils sont à 15-16. Les propriétaires de l'équipe de Toronto, le Tempo, là, c'est Larry Tannenbaum, qui est le patron de Maple Leaf Sports and Entertainment depuis longtemps. Je ne pense pas qu'il y a besoin d'argent. Serena Williams est partenaire minoritaire là-dedans. Il y a d'autres... il y a de l'argent à Toronto pour avoir une équipe de basketball féminin. Là. Fait que je pense qu'il y a un intérêt un peu de se tremper les orteils à l'eau, de voir comment ça va. Et s'il y a une occasion pour Montréal d'obtenir une équipe, c'est peut-être de faire ça par la suite. Sinon, c'est un drôle d'investissement, mais c'est de plus en plus populaire, les investissements dans le sport professionnel féminin, parce que la croissance est très forte, la croissance de valeur, puis c'est, entre guillemets, plus abordable qu'investir dans le sport masculin. Là. Les équipes valent des milliards maintenant dans les championnats majeurs nord-américains. Alors, ce sont des investissements judicieux parce que c'est plus abordable, mais la croissance est très forte aussi, puis on va chercher de la valeur et c'est en plein développement. Là. Il y a beaucoup de choses à construire encore. Oui, c'est ça. C'est ça. Cleveland, Détroit, Philadelphie ont obtenu des clubs d'expansion pour 2028, 2029 et 2030, respectivement. Puis Toronto et Portland vont faire leur entrée l'année prochaine. Okay. Donc, mais il en manque une, là. C'est pas pair. Bref. 6. Oui, non, mais là, ils sont 13 plus 5, ça fait 18. Ouais. Ah, ouais, enfin. Mais tout ça pour dire que c'est effectivement ça que ça pourrait laisser indiquer, là. Laisser croire. Ça fait drôle de voir le propriétaire du Canadien s'allier à une équipe de Toronto. Hein. C'est lié aussi avec quelqu'un qui est copropriétaire de Maple Leaf Sports and Entertainment. Là, mais... Il a dit on n'est pas des ennemis sur la glace, mais on est des amis en dehors de la glace. Non, mais il n'y a pas si longtemps, il y avait une compagnie qui avait une participation. Je la nomme pas, là, je fais exprès, là, mais qui avait une participation dans les livres, une participation dans le Canadien. C'est de plus en plus... Et il y avait un excellent article sur le New York Times qui parlait de la popularité de la WNBA, mais que c'est ça, c'est pour plein de raisons. Il y avait un des extraits, c'était à la NBA, on a comme un peu l'impression qu'on dépense une fortune pour faire du réseautage, alors qu'à la WNBA, on a encore du fun, puis c'est encore amusant. C'est clair que l'abordabilité joue un rôle, merci. Mais pas que ça, bien sûr. Ah ben moi, j'espère bien. Ça serait chouette. Je pense que ça serait très, très chouette. On verra ce que ça donnera, mais c'est un investissement qui détonne. C'est un partenariat qui détonne. C'est ça. Et c'est probablement pas juste un hasard. Alors voilà, nous y sommes. Un autre en banque. Il en reste combien d'ici la fin de la saison? On va cocher. À une certaine époque, quand le Canadien était mauvais, ça fait pas si longtemps quand même, il y a quelques années, ouais. Il y a des vétérans de la couverture sportive qui comptaient les matchs à rebours. Ah ouais. Sérieux? Oui, mais on faisait ça en blague un peu, là. Mais je me rappelle que la première fois qu'on avait fait ça, c'était après avoir fini d'écrire notre analyse d'un match X. Bon, ben, il en reste 36. Puis l'année d'après, c'était bon, ben, il en reste 61. Oui. Et là, l'année suivante, il y a quelqu'un qui a parti ça au jour 1. Ah ouais. Il nous en reste juste 81. Ça passe tellement vite. Moi, je ne les vois pas passer la saison. Ça va tellement rapidement. C'est un peu longuet, les dernières années. Ben, l'an passé, moins. C'est parce que toi, Marc, tu vas, tu viens, tu sais. T'es libre, toi. Oui. T'es un être libre. Tu cours autre chose. Toi, t'es prisonnier. On est contraint. Ah bon, très bien. Je voulais ajouter quelque chose, mais j'ai... C'était meilleur, mon affaire. C'était meilleur, Oui. Non, mais c'était en lien avec ton affaire. Ah, OK. C'est pour ça que c'était bon.
Parce que ça venait de toi. Okay. C'est inspiré de toi. Merci. Toi, ça, c'est Alexandre Gascon. Oui. Tu es journaliste affecté aux affaires du hockey. C'est un plaisir de vous retrouver, messieurs. Comme d'habitude. Merci. Des beaux mardis matin. Et Martin Leclerc, tu es le chroniqueur principal du service des sports de Radio-Canada. Merci infiniment. Ça fait un grand plaisir et on se voit. Est-ce que tu es au hockey ce soir, Alexandre? Jeudi soir. Jeudi soir, OK. On se voit jeudi, alors. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.